Donc le thème de la journée, c'est un petit peu la suite de ce qu'on avait fait en février pour le débourrage. Je vais passer un petit peu sur les prérequis. Comme disait Gilles, l'idée c'est que ce soit positif pour les chevaux, qu'ils en retraînent une bonne expérience. Donc là, j'ai brossé une chronologie qui me paraît logique pour moi. Encore une fois, ce que je fais moi, je l'ai expérimenté, ça fonctionne pour les chevaux, mais c'est pas une vérité, hein. Il y a différentes techniques, et puis il y a des contraintes différentes également. Mais voilà, donc ce qu'on fera en pratique, c'est d'abord avoir le cheval calme et réceptif. Et une fois qu'il sera calme et réceptif, on verra ce qu'on peut lui demander. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des morphologies différentes, différents types de chevaux, différents types d'objectifs. Je parle trop vite peut-être? Ça va? Donc ça nous permettra d'échanger. Et puis ça doit être des échanges. Donc même quand vous êtes dans les gradins, et Constance essaiera de parler en même temps qu'on fera les exercices pour montrer et expliquer les processus d'apprentissage. Donc je ne vais pas revenir moi sur les théories de l'apprentissage, parce que j'estime que vous les connaissez et que c'est acquis, même si Constance va en parler un petit peu. Donc sur les prérequis, fixer des objectifs, c'est assez important, parce que si vous avez... c'est pour ça que j'ai mis la petite vignette humoristique là-bas, parce qu'on ne prend pas un percheron pour faire du saut d'obstacle et inversement. Donc c'est assez bien d'avoir des objectifs presque avant le débourrage, même si le processus du débourrage va être globalement la même chose pour un cheval de loisir qu'un cheval de sport. Il y a quand même plus de contraintes à mettre sur un cheval de sport si on s'est fixé des objectifs sportifs. Si c'est des objectifs de loisir, on peut aller au rythme du cheval plus facilement et on a moins de contraintes physiques. Donc ça, on en parlera un petit peu tout au long du truc. Alors, ça me paraît logique, mais disposer d'un appareil locomoteur sain, ça m'arrive souvent parce que je fais des évaluations, des gens qui m'emmènent des chevaux pour des problématiques, et ça arrive, allez, je vais dire, ouais, 20% des chevaux qu'on m'emmène en me disant, voilà, j'ai ce problème-là. Déjà, dans un cas sur deux, le problème qu'ils ont, eux, n'est pas le problème que je vois moi. Et dans 20% des cas, j'ai une boiterie. Donc, et ça, c'est assez courant. Alors, sur des boiteries postérieures, c'est pas facile de les voir. Et je suis pas vétérinaire, hein, mais à force d'en voir beaucoup, bah, voilà, la locomotion, je connais un petit peu. Et souvent, c'est déjà le déclencheur de douleur, donc le déclencheur de défense, et du coup, un conditionnement acquis après, sans qu'on s'en rende compte. Donc voilà, ça c'est important quand même que le cheval soit bien dans son corps. Dentisterie à jour, c'est pareil, sur les défenses qu'on peut avoir avec le mors, etc. Il faut qu'on puisse évincer la partie dentisterie, donc les dents d'août doivent être retirées, etc. Je mettrai la main dans les bouches des chevaux, mais je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas été vus par le dentiste. Je sais qu'on a des chevaux qui ne sont pas très connus de leurs propriétaires, donc peut-être qu'on va avoir des surprises, mais encore une fois, ça peut être intéressant, et puis on s'adaptera. Donc s'il faut passer au travail en licol parce qu'on ne peut pas travailler avec la bouche, c'est pas un problème, il faut juste le savoir au préalable. Et après, voilà, il faut qu'il y ait ces trois choses suivantes. C'est pour pouvoir monter, hein, j'entends, hein, c'est-à-dire dans l'acquisition des aides montées, c'est une confiance réciproque, que le cheval n'ait pas peur de nous et qu'il soit confiant dans le fait qu'on demande des choses, qu'il n'ait pas peur de nous et de nos outils, qu'il y ait un respect mutuel, c'est-à-dire qu'on puisse dialoguer avec lui hein, d'une façon soit respectueuse, en tout cas le plus possible, et qu'il soit perméable, c'est-à-dire qu'il soit ouvert à la demande et qu'il soit non contracté sur une demande. Alors ça, c'est quelque chose qui va dans les prérequis pour moi. C'est-à-dire que tout cheval qu'on va prendre là aujourd'hui devrait, alors dans le meilleur des mondes, hein, ça devrait être acquis. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un contrôle des pieds, donc quand c'est isolé, qui nous permette de bouger l'arrière-main, les épaules, de faire reculer, céder le cheval vers l'avant, vers l'arrière, de pouvoir bouger la tête, l'encolure sans qu'il bouge ses pieds. Ça doit être acquis. Ça va sûrement pas l'être là, aujourd'hui, avec l'environnement. Si ça l'était à la maison, forcément dans un environnement détendu, c'est facile. Dans un environnement qui l'est moins, on va être confronté à des problèmes où il va falloir revoir ces petites bases-là. Bon, voilà. Sur la mise en confiance, bah voilà, qu'on puisse toucher le cheval partout, qu'on puisse le caresser. Et
quelque chose qui est très important, c'est qu'on puisse ne rien demander. C'est-à-dire que le cheval soit à côté de nous, qu'on ne demande rien et qu'il attende la demande. Ça, c'est primordial, que ça soit au sol ou monté. Parce qu'un cheval qui part au montoir, même s'il part au pas tranquillement en rène longue, c'est déjà un cheval qui prend l'anticipation d'une demande qui n'a pas été faite. Donc il part sans vous, globalement. Et après, qu'on puisse recombiner pour faire des choses plus complexes, donc du cercle, rééquilibrer le cheval, et là qu'on passe sur du travail plus même musculaire. Et bien sûr, préalablement, qu'il y ait une bonne désensibilisation, c'est-à-dire que voilà, si on fait ça à cheval, que le cheval ne prenne pas peur, que l'outil qu'on a en main soit pas vu comme une coercition, et que les bruits, les gestes, le fait de toucher le cheval ne soit pas un déclencheur soit de fuite, soit de contraction. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on aura à faire, hein, mais dans l'idéal, c'est ça. Alors, c'est pareil, quand on travaille un cheval monté, c'est bien quand même de faire un petit point rapide. On le fera rapidement, je ne vais pas faire de biomécanique aujourd'hui, mais on n'a pas le temps. Mais entre un modèle lourd, sport et un Shetland, on ne travaille pas vraiment de la même façon. La locomotion ne va pas nous permettre d'avoir les mêmes choses. On n'a pas la même force, le même sang, le même portée, la même longueur d'encolure. Donc la mise en main ne va pas être la même. Si le cheval est chargé en gainage, par exemple, et avec une encolure courte, si je fais une caricature, bah, c'est forcément des chevaux soit qui vont tirer, soit qui vont s'enfermer, qui ne vont pas prendre le contact. On a des Lusitaniens aujourd'hui, encore une fois, hein, c'est des grandes généralités que je fais, mais si vous prenez un Hanovrien assez long, il n'est pas capable de brouter dans un carré d'herbe, il va être obligé de plier l'antérieur pour brouter. Un Lusitanien, il peut rester ses 4 pieds là-dedans et brouter de l'herbe. Donc forcément, il y en a un qui est plus facile à rassembler et l'autre qui va être plus difficile. Par contre, il y en a un qui va être plus difficile à tendre, le Lusitanien, parce que souvent, c'est tellement facile pour lui qu'il lâche un peu le contact et il lâche un peu le dos. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu les vidéos de beaucoup de chevaux ibériques, souvent, ils ont un peu des gros ventres. Ça, c'est parce que la ceinture abdominale, en général, n'est pas assez tendue, parce que c'est en général la difficulté qu'on a avec ces chevaux-là. Alors que l'Hanovrien, ça va être l'inverse, il va vouloir s'appuyer sur le contact, et donc là, on aura un contact un peu plus fort, et ce qui n'est pas forcément souhaitable non plus, c'est un cheval qui tire. Donc tout ça, c'est quand même des... Et alors, je parle de ceinture abdominale, parce que j'ai eu quand même des mauvaises surprises avec notamment des juments qui avaient pouliné. C'est un paramètre quand même à prendre en compte. Quand on travaille une jument qui a eu un poulain, il faudrait faire 3 mois de construction à la longe presque, de reconstruction, pour que la ceinture abdominale soit capable de tenir et de porter le cavalier. Donc si le cheval n'a pas la force pour porter, les choses qu'on va lui demander vont forcément pas être soit douloureuses pour lui, soit compliquées à mettre en œuvre. Et ça m'arrive, et notamment encore avec les Lusitaniens, qui sont une race plus tardive, de renvoyer les chevaux. C'est-à-dire qu'on me les emmène pour le débourrage, et dit non, là, il est trop laxe, pas assez de force dans le dos, sinon c'est des chevaux qui vont bouger leurs jambes sans le dos. Et ils le font très bien, parce qu'en général, ils acceptent. Mais si on veut vraiment faire du sport, et si on veut vraiment les développer musculairement, etc., le mieux, c'est de les laisser de faire un pré-débourrage, ou de faire des longues graines, ou il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais en tout cas, éviter de mettre du poids sur leur dos, c'est pas plus mal au début. Alors, chronologie du travail au sol, ça va me permettre, parce que mon objectif quand je débourre un cheval, c'est d'essayer de mettre le maximum de choses en place au sol pour que quand on monte dessus, il n'y ait que le poids du cavalier qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que moins il a d'inconnus quand on monte dessus, moins c'est brouillon et moins c'est perturbant pour lui. Donc l'impulsion, c'est la première chose, hein, sans mouvement, pas d'équitation. Même si on va bien insister sur l'immobilité au début, mais ça c'est plus pour avoir mentalement son accord et avoir un cheval attentif. Et ça, l'impulsion, les codes vocaux, moi je le fais en liberté. Quand je dis codes vocaux, ça veut dire que je vais coder les allures avec un code vocal. Donc c'est un code très simple que j'utilise, c'est pour le trot, pour le galop, pour les transitions descendantes. Ça s'arrête là. Je ne sais jamais à qui je vais donner les chevaux, donc je ne peux pas complexifier ça. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut dire vite, et donc avec une succession d'aides logiques, on peut leur apprendre facilement en liberté, et du coup, on va pouvoir le reporter monter,
Et après, les aides vont se substituer au code vocal. La direction, on va le faire un petit peu à la longe. C'est-à-dire que voilà, de brancher directement le mors sur l'anneau du mors sur la longe et faire en sorte que le cheval suive la main en fonction de la direction qu'on lui indique. Le contact, l'orientation, ça va se commencer au long graine. Donc on va commencer, même si l'orientation, je vais le faire aussi à la longe. On va le voir plus tard. Quand je dis contact, orientation, c'est-à-dire le contact sur les deux rênes et l'orientation dans le bout de devant, on va dire l'attitude globale. Je ne vais pas parler de mise en main parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais en tout cas l'attitude globale. Et les aides de position, c'est-à-dire commencer avec le cheval au sol, que si on déplace l'étrier et qu'on pousse avec l'étrier, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui déjà, qu'il cède, c'est-à-dire que si on le met vers l'arrière-main, qu'il bouge son arrière-main, si on le met au passage de sangle, qu'il bouge ses épaules, pour que quand on va monter dessus, qu'il comprenne déjà ces choses-là. Et après qu'on puisse combiner donc, du travail à l'épaule avec les rênes éventuellement. Alors ça peut être en licol, ça peut être en mort, peu importe. Hein. C'est la compréhension qui m'intéresse. Pour qu'on puisse combiner et contact et direction, et forcément de l'impulsion qui sera nécessaire tout le temps. Donc en liberté, je passe rapidement parce que... moi j'ai une première phase d'observation. C'est très important d'observer les chevaux, ce qui nous donne plein d'indications. Et en liberté, ça évite justement d'être obligé de les contraindre. Et du coup, ça fausse la lecture. Donc, je commence toujours par les mettre en liberté. Alors, j'ai la chance d'avoir un rond de 20 mètres bien fermé. Donc, c'est pas toujours possible. Mais, et ça me permet de voir s'ils sont avec moi, s'ils ont plutôt tendance à regarder à l'extérieur, si c'est des chevaux qui ont tendance à bouger vite leurs pieds ou plutôt à se freiner. S'ils ont tendance à revenir vers moi ou à aller plutôt à l'extérieur, s'ils se couchent, s'ils sont plus à l'aise à gauche qu'à droite, le port d'encolure, comment il est, est-ce qu'ils mettent la nuque haute systématiquement, est-ce que quand ils bougent avec une nuque haute ou basse, leur locomotion est améliorée ou plutôt dégradée. Donc tout ça, ça m'amène un bon nombre d'informations que je vais pouvoir utiliser après et justement éviter de faire des choses que je vois que le cheval est presque pas capable de faire en liberté. Il y a des chevaux qui sont incapables de galoper sur 20 mètres au début des 3 ans sur un cercle. Donc ça ne sert à rien de leur demander de galoper pour qu'ils se désunissent et qu'ils soient avec le dos par terre. Et ça va me permettre aussi de voir s'il y a des boiteries ou des inconforts ou d'une main qui est plus délicate que l'autre, etc. Et dans un deuxième temps, ça va me permettre de travailler l'impulsion, donc d'enclencher mes codes vocaux, donc de dialoguer avec le cheval, et de lui donner du confort. Alors là, c'est en fonction de ce que je vais repérer justement en liberté, je vais lui donner du confort en adéquation avec ce que je vois. C'est-à-dire que si j'ai un cheval, par exemple, qui fuit, je lui donnerai du confort quand il va s'arrêter. Et si j'ai un cheval qui est plutôt dans l'immobilisme et qui ne veut pas bouger ses pieds, je vais plutôt lui donner du confort quand il va avancer. Pardon. C'est-à-dire que dès le moment où il va faire un effort vers l'avant, je vais arrêter de mettre de la pression. Et celui qui fuit, quand il va vouloir revenir vers moi ou débrayer dans un premier temps, je vais arrêter de demander. Donc en fonction de ce que j'ai vu, je vais pouvoir adapter ces situations-là et essayer d'équilibrer un peu tout ça. Juste une petite chose sur le mors, c'est pareil, c'est pas un outil qui est très agréable pour le cheval. Alors je vais faire un petit peu de pub parce que franchement ça fait presque 2 ans que j'utilise ces morts là que vous voyez, c'est des hybrides. C'est le seul mort qui n'a pas d'armature acier à l'intérieur, qui est très agréable au contact des dents. Ça cliquete pas sur les dents. Rien que pour ça, je suis très content d'utiliser ces morts-là. Il y a différentes souplesses et franchement, je suis assez bluffé parce qu'ils m'ont filé toute la gamme pour que je teste pendant 6 mois. Là, ça fait 2 ans que je les ai. J'ai pas eu un mort d'abîmé. Tous les chevaux prennent un contact beaucoup plus agréable tout de suite. Et je suis très, très satisfait de ces morts-là. Donc voilà. Et après, c'est pareil. Il ne faut pas que ça soit une bagarre pour lui mettre. Et ça se prépare avant. C'est-à-dire que ça se désensibilise. Pour pouvoir mettre un mort, il faut qu'on puisse toucher les oreilles, il faut qu'on puisse
mettre une nuque plutôt basse pour qu'on puisse mettre la main pardon, au-dessus de la nuque sans que ce soit un souci, et limite que le cheval ait envie de prendre le mors. Parce que si on est déjà en train de se battre avec, il y a peu de chances que quand on va utiliser le mors, ça soit positif pour lui. Donc, petite chose à faire attention. Et c'est aussi lié avec la dentisterie. S'il y a des dents de loup, c'est douloureux. Donc, il y a peu de chances aussi que le cheval ait envie de le mettre. Merci. Donc, le travail à la longe. Voilà, je vous parlais d'orientation aussi à la longe parce que, alors, c'est toujours pareil. Là, j'en ai... Dans mon travail au quotidien, c'est quand même 95% de chevaux de sport. Je sais qu'ils vont travailler pour faire du sport, éventuellement même du grand sport. Donc il faut tout de suite que j'ai un contact constant avec la bouche. Donc je leur apprends ce qui n'est pas forcément une nécessité en loisir. Si vous faites de la promenade, pour connecter le cheval un peu plus à votre corps qu'à vos mains, je pense que c'est plus bénéfique pour lui. Mais dans le sport, on va avoir besoin de ce contact constant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai fait évoluer dans mes techniques au fur et à mesure des années pour que ça soit plus facile pour le cheval d'aller tout de suite après moi dans des écuries de sport où ils vont pas trop se poser la question. Et en faisant ça, ce que j'appelle la longe tête basse, c'est-à-dire que quand on met du contact pour la première fois, forcément, hein, le cheval, il va chercher des solutions, donc soit vers le haut, soit vers le bas, il va secouer la tête, peu importe. Et si au moment où il va vers le bas, on accompagne un peu la descente d'encolure, on finit par avoir un cheval qui comprend que quand il va vers le bas, il a un petit relâchement. Alors, je ne cède pas complètement parce que même si dans mon apprentissage d'étudiant, on me disait il faut prendre et rendre, moi, je me suis aperçu que prendre et rendre, finalement, pour le sport, ce n'était pas bénéfique. Parce que quand on dit à un cheval, si tu le fais, je te lâche et tu obtiens ton confort, on lui apprend que à chaque fois qu'il va lâcher, on va relâcher les rênes. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est que quand il va lâcher, on va encore mettre les jambes et on va lui demander d'aller sauter. Non, par contre, que quand il cède ou qu'il se met dans l'attitude qu'on cherche, il ait moins de jambes, tout l'intérêt des jambes et pas de la main, que ce soit plus confortable pour lui, oui. Mais il faut qu'il tolère un contact constant qui doit se transformer avec un contact agréable avec la main. Et pour ça, il y a le tact du cavalier, c'est sûr, et le lien qu'on a entre la main et la bouche du cheval, ce qui est assez complexe. Mais bon, je ne sais pas si on ira jusque-là aujourd'hui ou demain, mais l'idée, c'est de faire comprendre au cheval que c'est la jambe qui va donner le ton du contact, et pas l'inverse. Et donc, quand on a ce contact qui est constant avec la bouche et une attitude qui est correcte, donc plutôt vers le bas, et c'est pareil, c'est un conditionnement, c'est-à-dire que si le cheval apprend que quand on met le contact, il va aller chercher vers le bas, quand on va monter dessus et qu'on va mettre le contact, je préfère qu'un cheval aille vers le bas plutôt qu'il fasse ça. Même si parfois, j'ai des étudiants qui disent « Oui, il va en bas, c'est la première fois que je monte dessus, et il y a le dos qui monte. » Je dis « Oui, mais bon, c'est un peu l'idée, c'est que le dos monte quand même. Donc laisse aller, passe devant, et ça va bien se passer. Et si le cheval est en confiance, il n'y a jamais de problème à avoir un cheval avec une nuque en bas. Il faut qu'il soit en confiance. » Alors les longues graines, c'est très intéressant, on peut tout faire avec les longues graines. Hein. Bon, moi, je ne suis pas un technicien des longues graines, je fais juste ça avec les jeunes. Ça m'a pris quand même des années pour pouvoir le faire comme c'est sur la photo là, c'est-à-dire vers le haut tout de suite. Avant, je mettais mes... Ah, c'est précis. En fait, j'avais des anneaux qui se mettent en bas, là, ici. Et je le faisais par le bas. Le seul problème, c'est que pour le cheval, c'est pas très compréhensible, parce que c'est un peu comme un enraînement. C'est-à-dire que ça va agir vers le bas, alors que la main du cavalier agit vers le haut. Donc, ça l'oriente, mais c'est pas forcément l'idéal. Et j'ai fait venir quand même des gens qui font les longues graines beaucoup plus que moi, comme Ludovic d'Hautefeuille ou Antoine. Et je leur disais, je les ai fait venir dans mon rond, et je dis, je veux apprendre à faire des longues graines par le haut tout de suite sur un cheval qui n'est pas débourré. Les deux m'ont regardé en disant, bah non, tu vas pas le faire, tu le fais pas en fait. Du coup, ils ont essayé en faisant un direct, c'est-à-dire sans brancher directement sur. Mais je suis un peu têtu, donc j'ai continué à expérimenter et maintenant j'arrive à bien le faire. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Parce que le cheval, au début, il va raccourcir l'encolure. C'est son premier réflexe, c'est ce qu'il va faire. Même si je lui ai appris à longer tête basse, que vous avez vu avant, qui conditionne déjà bien le cheval pour bien le faire.
mais il y a quand même ce réflexe de raccourcir l'encolure, et on veut forcément pas ça. Mais avec un peu de tact et en ayant une conservation de l'impulsion, hein, ça c'est toujours, il faut absolument que le cheval continue d'avancer, sinon on ne peut pas travailler sur le contact correctement en tout cas. Ils s'y mettent franchement assez bien. Et donc ça va me permettre, les longues rênes, de tout de suite avoir le cheval avec un contact sur les deux rênes. Moi je les prends en direct, hein, c'est-à-dire que mes longes sont directement de l'anneau du haut jusqu'au mort. Et pareil sur ma longe, je n'ai pas de montage, ma longe s'accroche directement sur l'anneau du mort. On va me dire oui, vous pourriez utiliser la longe Colbert. La longe Colbert a un autre effet qui pour moi est un petit peu délétère pour le cheval en termes de compréhension, c'est que ça donne des rênes impulsives. Puisque pour que le cheval avance, en fait, quand vous mettez une pression sur la commissure des lèvres, et pour qu'il ait son confort, il va falloir qu'il avance. Donc c'est très bien pour des chevaux de course. Quand vous faites des pur sang, je fais quelques pur sang par an sur les yearlings, c'est génial parce que vous leur apprenez au sol en traction avec la longe Colbert, un petit peu comme Nicolas Blondeau, pour ceux qui connaissent. Le cheval avance, on relâche. Donc ça fait une rêne presque impulsive. Mais si vous voulez, vous éduquer un cheval comme ça et vous le donnez à un dresseur, ça va pas bien se passer parce que lui, il va mettre ses jambes, il va tendre ses rênes et le cheval va avancer sur la jambe et sur la main. Donc ça, il tolère pas. Enfin, le dresseur. Voilà, il n'y a jamais de problème à faire des montages directs, indirects, Colbert, etc. Il faut juste savoir un petit peu les effets que ça a et en termes d'apprentissage, ce qu'apprend le cheval. Et là, en l'occurrence, sur la reine Colbert, il apprend à avancer sur le contact. Alors, il faut certes qu'il avance sur le contact, mais il ne faut pas que ce soit le contact qui donne l'impulsion. En tout cas, pas pour moi. Et ça va me permettre aussi de faire un peu de maniabilité, encore une fois, hein, sans le poids du cavalier, donc de lui apprendre qu'on peut tourner à gauche, à droite, et sans faire des rênes d'ouverture et emmener le bout du nez, même si c'est beaucoup plus simple pour lui, surtout quand on va mettre d'abord le poids du cavalier, avec lequel il va perdre son équilibre, de suivre son bout du nez. Hein. Mais c'est vrai que si on leur apprend à avoir un couloir de rêne et qu'ils respectent après la jambe, vu qu'on leur a appris au sol, on va pouvoir tout de suite avoir un cheval relativement en équilibre. Et oui, l'arrêt, bien sûr, et le reculer éventuellement. Je fais rarement du reculé aux longues rênes, à part si j'ai des chevaux qui s'arrêtent systématiquement sur ma main. Donc là, je vais garder la tension qu'ils ont mis, et j'attends qu'ils repassent en mode marche arrière. Et ce n'est pas reculer 5 foulées, hein. C'est plutôt reporter du poids vers l'arrière et s'arrêter. S'ils reportent du poids, même s'ils n'ont pas bougé les rênes, les pieds, je relâche et ça se passe bien. Alors, travail par sensation à l'épaule. Là, j'ai mis une photo d'Andrew McLean parce que je l'avais fait venir chez moi au Hara, parce que lui, il a beaucoup travaillé sur la latéralité des diagonaux, le diagonal plus lent, etc. Il fait beaucoup de travail à l'épaule, à la main, avec la bouche du cheval, ce qu'on fera un petit peu. Alors, moi, je ne vais pas aussi loin que lui, parce que lui, il a développé presque toute sa technique autour de ça. Et il ne comprenait pas, d'ailleurs, il me dit, mais pourquoi tu es loin des chevaux quand tu commences à travailler au sol? Puis quand il m'a dit ça, je dis, bah, c'est vrai, pourquoi je suis loin des chevaux en fait? J'ai dit, ah, mais parce que j'ai des 3 ans entiers, sauvages, et que j'ai pas trop envie de m'en rapprocher, au début en tout cas. Donc pour moi, c'est un travail qui est très bien, mais qui se fait dans un second temps, quand le cheval est vraiment en confiance, qu'on peut, voilà, et il faut pouvoir marcher, courir à côté, sauter à côté, que ça ne soit pas un problème. Parce que si on court à côté en gardant le contact avec une attitude basse, il faut vraiment que le cheval soit en confiance quand même. Et on va utiliser un outil aussi. Mais par contre, ça peut être assez bien. Et la première chose, encore une fois, c'est l'immobilité et donner du confort dans l'immobilité. Il faut que le cheval trouve du confort dans la mobilité et dans l'immobilité, pas dans l'intermédiaire. Et donc, une réponse par sensation. Alors, la sensation, ça peut être la traction vers l'avant sur la bouche, ça peut être le stick qui va faire avancer. Peu importe, mais en tout cas, il faut, en fonction du codage qu'on aura mis en route au début, qu'il y réponde tout de suite. Donc le travail de bouche à l'épaule, c'est ce que je disais. Ça va nous permettre de contrôler la rectitude dans l'impulsion, dans le meilleur des cas, hein, et de contrôler ses diagonaux. C'est pareil, quand un cheval, vous êtes au sol, si un cheval il part avec le diagonal, si vous êtes le cheval est donc à l'œil gauche, donc on est à main gauche,
part avec le diagonal gauche, il y a de grandes chances qu'il vous pousse. Si vous le rééquilibrez avant, qu'il parte sur le diagonal opposé, il aura tout de suite beaucoup plus d'équilibre. C'est des petites choses, mais qui vont conditionner pas mal de choses après. Et pouvoir combiner à terme, c'est-à-dire tourner, ravancer sur le contact, s'arrêter, reculer. Encore une fois, on conditionne le cheval pour que, quand on monte dessus, tout ça soit déjà plus ou moins acquis. Alors ça va se dégrader avec le poids du cavalier, mais c'est normal. Il y a un apprentissage et mental et musculaire aussi à faire. Donc je reviens à l'immobilité. Je ne vais pas refaire des caisses, mais ça sera notre thème du début en tout cas. Alors moi, l'impulsion, parce que c'est des vieux adages qui tiennent encore. Moi, je suis plus un doriste qu'un bouchériste. Et donc, dor, c'était calme en avant et droit. Moi, c'est assez ça. Calme. Une fois que le cheval est calme, on peut lui demander d'avancer. Et après, quand il avance, s'il est perméable, on peut le mettre dans la rectitude. Et après, une fois qu'il est régulier, on doit pouvoir lui demander de faire autre chose. Et ça, j'utilise l'extérieur. Alors, on va détailler ça après. Pour la rectitude, c'est pareil. Dès le moment où j'ai de l'impulsion, c'est beaucoup plus facile, en ligne droite, d'avoir un cheval droit. Alors, attention, un cheval droit, oui, mais un cheval dans son inflexion naturelle. Là, j'ai le problème avec des cavaliers de dressage trop précis, qui ne tolèrent pas des chevaux qui se traversent, ou même qui juste mettent un postérieur un peu à l'extérieur, ou un pli un peu là, et ils s'en rendent tellement pas compte qu'avant que le cheval ait fait une première foulée, ils ont déjà corrigé. Et donc ça, du coup, le cheval, il ne sait pas où aller. Et ça m'a... Notamment notre cavalière de dressage, Jessica, pour l'anecdote, elle me demande un jour de venir, j'ai un cheval que je venais juste de lui donner. Elle me dit, il est planté, il est debout, viens voir ce que tu fais. Je remonte le cheval, et là, ça se passe à peu près bien. Et elle me dit, mais oui, mais il n'est pas droit. Je dis, oui, Jess, mais on va commencer par là, parce que au moins j'ai du mouvement. Si tu le mets d'abord dans la rectitude, il s'arrête. Donc, c'est trop dur pour lui. Mais elle en est tellement pas consciente que avant que le posé du membre soit au sol, elle a déjà corrigé avec sa jambe. Et elle le fait même pas exprès. C'est tellement naturel pour elle. J'aimerais bien avoir cette technique-là. Moi, je suis pas assez bon. Mais du coup, je me suis aperçu que pour les chevaux, c'était vraiment très, très, très difficile parce que forcément, ils sont jamais droits au début. Donc, si on les bloque à chaque fois, bah, ils peuvent plus avancer. Donc, à faire attention à ça aussi, être un petit peu tolérant au début et progressivement les emmener dans la rectitude. Et l'orientation, bah, ça va se faire. On peut le faire en extérieur, on peut le faire sur les aires d'évolution, mais c'est en fonction des deux principes préalables, c'est-à-dire qu'on est un cheval dans l'impulsion. Et vu tout ce qui a été fait avant, normalement, il va tomber dans la main assez facilement. Et la direction que je fais plus à la fin, parce que dès le moment où on tourne, on prend sur l'impulsion. Donc si le cheval n'est pas déjà bien en avant, plus vous allez tourner, moins vous allez lui donner envie d'avancer. C'est pareil, moi, on ne m'a pas éduqué comme ça, parce qu'en général, sur les débourrages que j'ai fait quand j'étais plus jeune, on pliait beaucoup le cheval, donc indirect, direct pour ceux qui connaissent. Mais ça, je me suis aperçu d'une, que physiquement, c'était un peu dur, et deux, ça les freine. Et sur un cheval de sport, on n'a pas besoin qu'il se freine. Et encore une fois, si le cheval est en confiance, je ne vois pas pourquoi on serait obligé de les plier dans tous les sens. C'est sûr que sur un cheval qui n'est pas très confiant, le fait de les plier, ça va éviter qu'il serve de toute sa force longitudinale pour se débarrasser du cavalier éventuellement. Donc ça sécurise un petit peu le cavalier, mais pour le cheval, je ne suis pas sûr que ça soit bénéfique. Et après, on combine, bien sûr, l'ensemble, et là, plutôt dans des aires d'évolution. Arrière-main, avant-main. C'est-à-dire qu'on plie l'encolure, on bouge les hanches et on renvoie l'avant-main. Ça, c'est plus des techniques Parelli, Andy Booth. Voilà, j'ai des débats avec Andy là-dessus. Mais voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est sûr que pour des chevaux de loisirs, encore une fois, c'est peut-être préférable de faire ça. Et sur des gens qui n'ont pas forcément le tact, c'est quand même plus facile parce que c'est visuel. Le cheval
c'est facile aussi pour lui si on le fait lentement. Mais ce que je me suis aperçu, moi, avec l'expérience, c'est que c'est des chevaux qu'on freine. Et sur des chevaux de sport, il n'y a pas d'intérêt à les freiner, mis à part si on en a besoin, quoi. Donc, voilà. Après, ça permet aussi de coder ce qu'on appelle la rène d'arrêt d'urgence, donc la flexion latérale, et de rendre le cheval malléable aussi aux aides. Il y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque technique, hein. C'est pas une critique. Mais en tout cas, pour mes objectifs, j'ai jamais rien trouvé de très probant là-dedans. Extérieur, donc. Alors ça, on va avoir à faire aujourd'hui, même si les difficultés environnementales. Je veux juste rapidement parler des éléments familiers, c'est-à-dire de l'environnement direct du cheval. L'environnement direct du cheval, il est rassurant. Par contre, il est hyper anxiogène si vous changez le moindre truc. Genre la planche cassée dans le manège, vous vous en approchez pas pendant 15 jours, alors qu'il va au concours, qu'il y a des drapeaux et qu'il n'y a pas de problème. Et c'est parce que l'environnement direct du cheval, il doit être rassurant. Donc on peut s'en servir, parce que forcément, s'il est dans un environnement rassurant, il va être plus calme, plus à même d'apprentissage. Mais à un moment ou un autre, il va falloir le sortir de la maison. Donc ça m'arrive avec des entiers très caustiques de rester dans mon rond longtemps, jusqu'à temps qu'il soit vraiment dans mes aides, avant de sortir. Parce que je sais qu'on va croiser des faules, que ça va être un peu chaud dans certaines situations, et que forcément, alors que d'habitude, je trotte un peu dans mon rond, et après, je vais en extérieur, mais j'ai pas tous les boutons, quoi. Donc, voilà. Mais globalement, effectivement, en servant des éléments, enfin, de l'environnement direct, on va favoriser l'apprentissage. Mais pour moi, je préfère aller à l'extérieur parce que ça va nous permettre d'instaurer un dialogue. Alors, il va y avoir de la découverte et des réactions, systématiquement. Le cheval va découvrir et ça va vous donner plein d'indications. Déjà, comment il va réagir à la nouveauté. Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va filer? Est-ce qu'il va faire demi-tour? Est-ce qu'il va se mettre debout? Tout ça, vous ne le savez pas avant. C'est un petit peu la surprise. Mais ça va permettre justement de dialoguer avec lui et de voir s'il s'en remet à vous. C'est-à-dire s'il reste connecté et s'il reste perméable à vos demandes. Alors, en général, dans 90% des cas, je trouve ça bénéfique. Sur des chevaux qui s'arrêtent tout le temps et qui trouvent ni confort à aller dehors, et du coup, je ne peux pas les laisser s'arrêter, donc pas de confort non plus avec mes aides, ça devient plus complexe. C'est une petite tranche de chevaux, mais il y en a. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Mais par contre, c'est très bénéfique quand, par exemple, je sais pas, il y a une poubelle, le cheval s'arrête parce que c'est un objet inconnu, il veut pas, il finit par passer, il se voit que ça se passe bien, il a répondu aux aides à ce moment-là, c'est un bon apprentissage. Il s'arrête, il fait demi-tour, il vous embarque de l'autre côté. Là, c'est plutôt un mauvais apprentissage. Et ça, c'est quelque chose pareil en extérieur, c'est ne pas contraindre le cheval constamment devant, mais par contre, le contraindre à ne jamais pouvoir faire demi-tour. Un cheval qui apprend à faire demi-tour, c'est très compliqué après. Donc, garder la tête dans l'axe de son tracé. Et pour ça, ça veut dire que vous avez prévu votre tracé à entre 10 et 20 mètres plus loin et que vous êtes tout le temps en train d'anticiper le tracé. Et sur le tracé, pas de jambes, pas de mains. Dès qu'il sort du tracé, on le gêne pour qu'il trouve son confort dans la rectitude et sur ce tracé, justement. Et alors, bien sûr, il y a des difficultés mentales en extérieur aussi. C'est la régularité qui va conditionner d'ailleurs la rectitude et l'attitude. Quand on est sur par exemple, là, je prends l'exemple, chez nous, on a une piste de galop qui est dans les bois. De temps en temps, il y a des sangliers. C'est sûr que quand il y a un sanglier qui coupe devant derrière, il ne va pas juste continuer au trot, nuque basse. Donc ça va être une difficulté. Mais peu importe l'événement qui ne peut pas en fait anticiper, ou qu'il anticipe aussi sur certaines portions. Donc ça, c'est à nous d'être un peu intelligents, de dire, bon, bah là, je relâche tout, j'ai rien demandé, donc du coup, il ne sort pas des aides, donc il n'apprend rien de négatif. Mais si je continue et que le cheval s'arrête, je vais apprendre à s'arrêter sur mes jambes, donc ça, c'est pas positif, je vais être obligé de rajouter de la pression derrière. Donc voilà, c'est quand même à gérer. Et après, il y a quand même alors, si le cheval est dans la régularité, si on arrive à avoir un trot régulier,
Je parle souvent de trop parce qu'au galop, les premières fois, je vais mettre un petit peu, mais je vais un petit peu être je vais être moins précis sur le contact, je vais être moins précis sur l'attitude au galop. Par contre, sur le trot, je vais vraiment essayer de chercher justement la tension que j'aimerais avoir pour la suite, tout de suite presque, si c'est possible, si le cheval est régulier, s'il est dans l'impulsion toujours, hein, c'est toujours conditionné par ça, parce que si le cheval il est en train de se freiner, ça sert à rien de chercher une tension. Euh, et à évaluer, c'est la durée. C'est-à-dire, il y a des chevaux qui vont avoir besoin d'un certain nombre de temps ou de tours de piste de galop, je vais dire presque, pour voilà, se poser et avoir une certaine régularité. Et d'autres où, au bout de quelques foulées, si on insiste, ça va être trop, ils vont chercher d'autres solutions. Donc ça, c'est à vous un petit peu d'évaluer votre cheval et c'est chaque personne, enfin chaque cheval est différent, c'est ce qui est passionnant, mais c'est ce qui est difficile aussi. Ah oui, il faut que je me dépêche. J'ai presque fini. Je fais un peu plus vite. Et après, sur les aires d'évolution, c'est-à-dire une fois que mon cheval est régulier dehors, que j'ai une bonne attitude et que j'arrive à le garder entre mes jambes sur le tracé, et ben là, je vais pouvoir aller dans des aires d'évolution, avoir un tracé beaucoup plus précis, commencer à demander du cercle, des serpentines, des changements d'incurvation. Et là, du coup, j'aurai des difficultés forcément, parce que, comme je vous disais, dès le moment où on tourne, on prend sur impulsion. Donc, ça va être la première difficulté, ça va être conserver cette même impulsion en tournant, de conserver l'équilibre quand on tourne, parce que forcément, le jeune cheval, il va se coucher. Hein. Donc, ça veut dire le respect de la jambe intérieure. Et si on a bien fait en extérieur notre respect du tracé, il va comprendre tout de suite, donc on pourra être exigeant. Et toujours pareil, même dans n'importe quel environnement, qui reste connecté, qui reste attentif et perméable aux aides. C'est-à-dire que quand je mets une aide, il doit se passer quelque chose. Que ce soit ma main, ma jambe, le stick, peu importe. Il y a toujours un effort hein, à faire pour le cheval. L'objectif cheval, ce que j'appelle l'objectif cheval, c'est qu'est-ce que lui, il en retire dehors, c'est la découverte, il y a un petit peu de curiosité, il y a le fait de rentrer à l'écurie à un moment ou un autre, il y a le fait du changement d'environnement qui peut être positif. Sur un carré de dressage c'est un peu monotone. C'est plus facile avec des obstacles ou des barres hein, ou des choses qui sont concrètes pour lui, hein, puisque si vous faites confort avant, confort après, il va vouloir la sauter, hein, la barre en général. Lui donner du confort au moment où il fait quelque chose que vous attendez de lui. Donc bien guetter ces moments-là pour relâcher les aides. Et la durée et la répétition, j'aurais dû mettre répétition aussi, là c'est pareil, c'est à évaluer en fonction de chaque cheval. Est-ce qu'on va répéter systématiquement jusqu'à temps que ce soit acquis ou on a un début d'apprentissage qui est enclenché et on se dit c'est peut-être suffisant avant que ça soit trop pour lui et qu'il ne comprenne pas. Donc ça c'est à juger. Je vais m'arrêter là. Ça va ? Oui, oui, parfait. Parfait. Merci beaucoup, Sébastien.